C'est la guerre des sexes, mais qui touche le chèque à la fin? Ce soir, on plonge au cœur de la haine homme-femme, pas pour compter les points, mais pour suivre l'argent, le pouvoir et l'influence. Néo-féminisme radical, masculinisme bravache, accusation de justice à deux vitesses. Et si tout cela servait moins les victimes que ceux qui instrumentalisent le profit? De Valérie Solanas à l'affaire Gisèle Pénicaud, des tribunaux au plateau télé, nous allons voir comment se fabriquent les icônes, les slogans et parfois les supercheries médiatiques. Les hommes seraient-ils devenus les nouveaux coupables idéaux, les femmes des symboles intouchables et la justice un champ de bataille idéologique? Ce soir, on met à nu les discours excessifs. On regarde qui parle au nom de qui et surtout à qui profite vraiment cette haine entre hommes et femmes. Restez avec nous parce que derrière la guerre des sexes, il y a peut-être une guerre bien plus discrète et bien plus rentable. Je trouve parfaitement excessif que la sexualité hétérosexuelle soit associée à une forme de domination en soi des hommes sur les femmes. D'autant que l'idée même, la notion même de domination est toujours variable, est toujours fluctuante. Alors, depuis il n'y a pas de l'émergence... domination en soi. Depuis l'émergence de ce néo-féminisme, comment voyez-vous comment les femmes françaises y réagissent? Est-ce qu'elles adhèrent à ces théories? Je ne pense pas que l'ensemble des femmes françaises adhèrent à ces théories. Mais je pense qu'elles sont néanmoins très influencées par ces théories essentialistes qui jettent le discrédit sur les hommes. Je pense que depuis MeToo, les femmes françaises sont plus méfiantes, moins tolérantes vis-à-vis des glissements, voire des incartades qui peuvent survenir dans des rapports de séduction. Et vous trouvez que ça va dans le bon sens, justement, cette réaction des femmes qui se défendent? Je pense à l'extrême que ça peut nuire à des relations harmonieuses entre les hommes et les femmes. Alors, vous allez citer l'ouvrage de cette femme écrivain, Valérie Solanas, qui s'appelle « Scum Manifesto », où elle expliquait vouloir un pouvoir féminin absolu et l'élimination des hommes. Alors, est-ce que c'est représentatif, cette idéologie du néo-féminisme? Le Scum Manifesto de Valérie Solanas est un texte, à mon avis, littéraire. Donc, c'est un texte assez surréaliste qui propose l'élimination radicale des hommes jugés inaptes, stupides, avides d'argent. Pas tout à fait faux. Mais bon, pour Valérie Solanas, la femme était d'une essence supérieure à celle de l'homme. Et donc, à ce titre-là, elle devait prendre le pouvoir dans la société. C'est un texte littéraire, un texte très fort. Il faut se souvenir quand même que Valérie Solanas, c'est cette femme qui a tiré sur Andy Warhol en 1968, pour des raisons personnelles, parce que celui-ci refusait de la faire retourner dans un de ses films, et surtout parce qu'il lui avait égaré une pièce de théâtre qu'elle souhaitait voir montée par ses soins. Et Valérie Solanas, qui était une personnalité borderline, donc en juin 1968, a tiré plusieurs fois sur Andy Warhol au point de le blesser très grièvement. Il ne s'en est jamais vraiment complètement remis par la suite. Donc c'était peut-être plutôt une idée de vengeance Il y a, à mon avis, une forme de rancune qui s'exprime, de rancune personnelle qui s'exprime à travers son Scum Manifesto, qui est devenu ensuite un livre extrêmement prisé des néo-féministes. Donc c'est une tendance quand même qui existe à l'intérieur du néo-féminisme et qui n'est pas réellement représentative. Non, c'est une tendance radicaliste, Ouais, d'accord. qui ne saurait être
représentative de toutes les femmes, ni de toutes les féministes, Alors, en particulier en France. Vous revenez sur l'affaire Gisèle Pellicot, cette femme qui avait été violée à plusieurs reprises par des proches de son mari, qui la droguait. Vous parlez de supercherie médiatique sur cette affaire. Et oui, parce qu'effectivement, l'affaire Gisèle Pellicot est une affaire tout à fait intéressante. C'est tout d'abord une affaire de mœurs, comme il y en a eu beaucoup. Gisèle Pellicot a voulu que son procès se déroule non pas en huis clos, mais de façon publique. A-t-elle été influencée par des associations féministes? On peut le penser. Et aussitôt après, à partir de là, la machine médiatique s'est emballée et a fait progressivement de Gisèle Pellicot une icône du féminisme et de la lutte contre le viol. Mais Gisèle Pellicot avait été, dans un premier temps, instrumentalisée sexuellement par son époux. C'est indéniable. Mais il me semble qu'elle a été tout autant instrumentalisée par les féministes et les médias par la suite, au point qu'on peut se demander si elle s'appartient encore. À mon avis, non. Alors, pour le reste, ensuite, avoir fait comme l'a fait le Nouvel Obs dans le cadre d'un numéro spécial, faire rentrer Gisèle Pellicot au top 40 des femmes qui ont fait la France, à mon avis, c'est très exagéré. Je ne pense pas qu'on puisse comparer Gisèle Pellicot à Simone Veil, à Louise Weiss ou à George Sand, qui ont toute une œuvre politique ou littéraire bien propre, bien manifeste. Alors on a vu ce courant néo-féministe il y a peu accoucher de ce terme de féminicide. Vous affirmez d'ailleurs que la justice a tendance à être plus clémente envers les femmes qu'envers les hommes. Est-ce qu'on peut parler de justice à deux vitesses alors ? Il y a des affaires, effectivement, dans l'actualité récente qui le laissent penser. D'une façon générale, je trouve, à titre personnel, qu'il y a une forme de plus en plus accentuée de discrimination vis-à-vis des hommes. Qu'être un homme dans une affaire juridique est une situation plus délicate, moins favorable que si on est une femme. Et qu'il me semble que la justice française a tendance à être plus clémente avec les femmes qu'elle ne l'est avec les hommes, présentement. Est-ce qu'on sait d'ailleurs s'il y a plus de magistrats femmes que de magistrats hommes et si les magistrats femmes vont plus défendre les femmes que les hommes? Ça, je ne pourrais pas le dire, mais ce que disent les féministes d'aujourd'hui, à commencer par des personnalités comme Sandrine Rousseau, c'est que la justice française n'est pas assez féministe. Pour les féministes actuelles, rien n'est assez féminisé, rien ne va dans le sens d'une... C'est une révolution permanente, quoi. On n'arrive jamais à... Absolument, c'est une guerre... un but précis, quoi. Oui, c'est un conflit... C'est un conflit sans fin. Alors, face au néo-féminisme, on a constaté un certain silence de la part des hommes et vous voyez l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui le masculinisme. Est-ce que vous trouvez que c'est une réponse adaptée à ce néo-féminisme, à ces tendances les plus radicales ? C'est en tous les cas une réponse. Le masculinisme découle du féminisme, y compris dans sa radicalité. Si les masculinistes actuels qui sont surtout présents sur les réseaux sociaux sont si bravaches, si agressifs vis-à-vis des femmes, c'est aussi une forme de réponse symétrique à l'agressivité qui se manifeste dans le discours néo-féministe depuis quelques années. C'est la guerre des sexes, la guerre de tous contre tous. Ce sont deux formes excessives de discours. Donc, Mais à qui cela profite, cette guerre des sexes ? Ça profite certainement aux féministes.
comment dire, parce qu'elles sont toujours en situation de montrer que les hommes sont vindicatifs vis-à-vis d'elles et que les hommes, d'une façon générale, représentent une menace et qu'ils ne rêvent que de reconquérir les privilèges perdus, à ceci près qu'ils ne les retrouveront jamais, puisque la société a changé et qu'il n'est pas question d'abolir les droits conquis par les femmes, surtout lorsqu'ils sont légitimes.